Tango Koki avec Stéphane Balamongue. Abonnez-vous sur Eden TV officiel. Merci à vous tous qui nous suivez de partout, chers compatriotes. Bienvenue dans votre magazine Tango Koki. Nous avons l'honneur et le plaisir de parler bien sûr de la formation du gouvernement Sama Lukonde. Messieurs, dames, ça chauffe. Qui va occuper quoi? Je vous dis que ça chauffe. Blocage dans nos partis politiques. La crise s'accentue. Je commence même à me poser la question, celle de savoir, on a fait partie Kabila pour rester avec d'autres kabylistes de mauvais goût, ou quoi? Kabila qui était le vrai blocage hier, aujourd'hui, le blocage persiste. Qui bloque qui? Entre-temps, c'est le peuple qui souffre. Chers compatriotes, on en parle ici. On va traiter encore la question liée aux réformes en République démocratique du Congo. Il y a des gens qui proposent, Martin Fayulu est allé plus loin pour proposer une CENI rotative, c'est-à-dire à 3 mois de gestion, vous quittez, vous laissez la place à quelqu'un d'autre. Seigneur Jésus-Christ. Au-delà de ça, nous allons parler aussi, évoquer les questions liées à l'insécurité en République démocratique du Congo. Je reçois pour vous le docteur Noël Tchani Mwadjamvita. Il fit candidat président de la République démocratique du Congo. Il a une vision pour ce grand Congo. Docteur, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir à Tango Koki. Merci. Tango Koki, on parle un peu de choses qui ne marchent pas, qui ne semblent pas marcher. La classe politique congolaise, une classe spécialisée en ce qui concerne le partage de postes, blocage, confusion, tuerie. Ça bloque pour la mise en place du gouvernement Sama Lukonde. Quelle est votre lecture? Ma lecture, c'est que les hommes politiques congolais qui se font la guerre pour se positionner et simplement pour faire partie du gouvernement, et certains d'entre eux ont fait partie du gouvernement avant que moi je sois né, et ils continuent à vouloir être membre du gouvernement. Le conseil que je peux donner à ceux qui forment le gouvernement, c'est-à-dire au chef de l'État, mais également au Premier ministre, c'est de voir l'intérêt du peuple congolais en face. Les hommes politiques qui sont des professionnels de carrière et qui ne font que la politique et rien d'autre, quand je dis rien d'autre, c'est-à-dire qui ne s'occupent même pas du développement du pays, ni du bien-être de la population congolaise, il est temps qu'on puisse les mettre hors d'état de nuire. J'ai vu que le chef de l'État est allé très loin pour aller pêcher un Premier ministre, même s'il a fait partie du gouvernement précédent, il n'a pas été tellement tenté par rapport à certaines personnes que nous connaissons. Je voudrais que ce Premier ministre aussi utilise cette fraîcheur qu'il a pour rafraîchir le gouvernement qu'il va former, c'est-à-dire prendre des gens basés sur leurs compétences professionnelles et surtout en regardant d'où vient la personne. Ceux qui ont fait partie du gouvernement, qui font partie de l'Assemblée nationale, qui font partie du Sénat, il faut les laisser dans ces postes-là. Il y a des gens qui doivent prendre la retraite, il y a des gens qui peuvent aller dans le secteur privé, il y en a qui peuvent faire autre chose. Mais il faut renouveler la classe politique, il faut que l'équipe gouvernementale à venir soit composée de gens qui remplissent les critères de moralité, d'intégrité, de méritocratie, de technicité et qui peuvent apporter une vision nouvelle à la table pour la gestion de la chaise publique. C'est ça ma lecture de tout cela. Une lecture très noble. Entre-temps, ces blocages, on peut dire, profitent à qui? Ce blocage, presque 1 mois après, on n'a pas le gouvernement. Ce blocage profite à ces gens qui veulent que le mandat du président Félix Antoine Tshisekedi soit un échec. Si c'est un échec, ceux qui ont toujours géré ce pays, qui ont toujours échoué, vont dire, mais voilà, lui aussi qui est venu de l'opposition et qui disait qu'il allait apporter le changement, il a échoué au même titre que nous qui avons toujours géré le pays. Donc, ils veulent en quelque sorte faire ce que nous appelons en Tchoulouba les Bichikelet Boy.
C'est-à-dire, on jette le tout par terre, ça échoue, on recommence à zéro et pendant qu'on se précipite, on se dispute pour ramasser les morceaux. Peut-être que les morceaux vont tomber dans les mains de ceux-là qui ont géré ce pays donc avant. Je voudrais que nous soyons très prudents pour ne pas retomber dans ce piège-là. Il faut que le Premier ministre fasse un gouvernement, comme lui-même il a appelé un gouvernement de guerriers. Ce qui est curieux, c'est qu'ils ont utilisé le nom qui reflète le mien. Vous savez, moi j'ai envie de ça veut dire un guerrier invincible. Ils veulent faire un gouvernement qui ressemble à Noël Tchani. Alors chercher des gens qui sont comme des Noël Tchani, qui sont des guerriers invincibles. Et nous allons gagner la bataille. Mais pour vous, les guerriers doivent avoir quoi comme qualité? Les qualités que les membres du gouvernement doivent avoir sont celles d'intégrité, de moralité, de technicité, de technocratie, et surtout ne pas avoir de casier judiciaire, ne pas se retrouver sur la liste de ces personnes qui étaient dans le rapport mapping, ne pas avoir été accusé dans le passé de prédation des ressources naturelles, détournement des fonds publics, de corruption, et moi j'ajouterais même n'avoir jamais participé à la mauvaise gouvernance de ce pays. Mauvaise gouvernance de ce pays, c'est-à-dire n'avoir jamais fait partie des institutions de la République. Pourquoi? Parce que les institutions de la République que nous avons connues ont échoué. C'est pour ça que nous avons le pays le plus pauvre du monde, avec une population clochardisée, avec un manque criant d'infrastructures de base, manque d'électricité, d'eau potable, du système sanitaire, du système d'éducation. Donc on ne va pas reprendre les mêmes qui nous ont donné cette performance et recommencer à zéro. Pourquoi? Parce que moi je suis convaincu qu'on ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Donc c'est ça les critères que moi je conseillerais au Premier ministre d'utiliser pour pouvoir composer son gouvernement. En plus de cela, vu ces blocages, je peux dire que Joseph Kabila demande déjà un dialogue avec Félix Tshisekedi, puisque quand je vois Alain Atundu, un membre important de la famille de Joseph Kabila, demander un dialogue pour qu'on dirige concrètement, correctement le pays, vous ne voyez pas que ce dialogue peut aussi être opportun pour le Congolais? Je voudrais demander à Joseph Kabila de se taire. Il n'a plus droit au chapitre. Il ne peut plus donner de leçons à qui que ce soit. Un compatriote congolais qui a dirigé ce pays? Il a eu 22 ans pour faire partie des institutions, pour diriger ce pays. Et il nous a donné un Congo très désarticulé, avec une pauvreté maximale. Donc il n'a plus de conseils à donner à qui que ce soit, il n'a plus droit au chapitre. Donc ceux qui le représentent, les Aléatoun des consorts, là, ils sont bien conseillés d'aller peut-être faire une autre lecture de la situation. Nous voulons recommencer à zéro, mais on ne recommence pas à zéro en prenant les mêmes qui ont échoué pour repartir, pour faire des dialogues avec eux. Il n'y aura plus de dialogue. Nous avons des institutions, il faut qu'on opère dans le cadre de ces institutions-là. Aujourd'hui, le chef de l'État a réussi à démanteler le système Kabila, qui avait une majorité fictive à l'Assemblée nationale et au Sénat. Nous avons une nouvelle Assemblée nationale avec une nouvelle majorité, un nouveau Sénat avec une nouvelle majorité. Et là, ce mouvement est en train de s'étendre maintenant au niveau des assemblées provinciales. Donc, ça va s'étendre au niveau du gouvernement. Nous avons un nouveau Premier ministre. Nous allons gérer le pays basé sur ça. On ne va pas revenir au dialogue avec qui que ce soit et surtout pas avec Joseph Kabila. Et d'ailleurs, Joseph Kabila a intérêt à se taire. Pourquoi? Parce que s'il continue à remuer l'arbre, à faire du bruit, peut-être que la priorité de ce Parlement va être de reviser la loi sur les anciens chefs de l'État pour qu'on puisse l'amener à la barre, parce qu'il a commis trop de crimes de sang, des crimes économiques, et il a des comptes à rendre au peuple congolais. Vous vous rappelez aussi que nous avons quelques compatriotes qui ont été tués dans des conditions très louches. Les Floribert Chebeya, les Fidel Bazana, les Rossi Chimanga, les Thérèse Kapangala, les Mamadou Ndala et consorts. Et nous avons tout plein de massacres qui ont eu lieu dans le Grand Kassai, qu'on a appelé les Kamwena Sapo et consorts. Tout cela s'est passé sous le régime de M. Kabila. Mais qui n'a pas été cité dedans, bien sûr. Ces gens sont cités. Lui, c'est le commanditaire qui reste caché derrière et qui envoie les autres personnes devant. Donc, nous voulons voir clair dans tout ça et par conséquent, il a intérêt à s'occuper de ces dossiers-là et à laisser la gestion du pays dans les mains de ceux qui sont en charge. Quelqu'un qui sollicite un dialogue pour la bonne marche du pays, vous voulez qu'il se taise? Il ne faut pas que là, c'est violer même les droits de pensée ou de liberté à quelqu'un, monsieur le Président. Il n'y a pas de dialogue à avoir avec des gens qui ont géré et qui ont échoué. Donc, pendant qu'il gérait, on a eu beaucoup de dialogues et on a échoué. Et pendant qu'il a cédé le pouvoir à son successeur,
il a commencé à paralyser le fonctionnement du pays en se tenant derrière, en tenant son successeur dans le dos pour qu'il ne puisse pas bouger. Donc on ne va pas avoir, on connaît ses tactiques, on le connaît, on connaît ce qu'il veut réaliser et nous ne voulons pas tomber donc dans ce piège-là. Donc André Alé Atundu, que j'apprécie en tant que personne, c'est mon beau-frère entre parenthèses. Je voudrais qu'il se taise et qu'il ne puisse pas nous dire ce que nous devons faire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le temps de Kabila est passé et si lui il continue à se coller à ce monsieur-là, c'est son problème. Mais nous pensons aujourd'hui que nous devons aller de l'avant et nous n'allons pas reculer à la table encore pour aller faire des dialogues avec des irresponsables qui ont mal géré le pays pendant très longtemps. Il y a un cas aussi très important, puisque vous refusez les camps de ceux qui ont échoué, mais aujourd'hui, avec l'Union sacrée, rien ne semble pas marcher. Le pro-Katumbi tire sur le pro-Tshisekedi, le pro-Tshisekedi tire sur Katumbi. Au sein de chez Bemba également, même on apprendrait que Baende, il y a une frange des gens qui auraient écrit, bien sûr, qui auraient écrit une lettre au président de la République pour demander à ce dernier de ne pas nommer Baende pour mes gestions. Il y a beaucoup de choses au sein de l'Union sacrée là. On ne comprend rien. Bon, l'Union sacrée est confrontée à ce que j'appelle les difficultés de début. Au début de toute organisation, les gens s'agitent. Il n'y a peut-être pas encore des règles claires par lesquelles tout le monde doit pouvoir jouer. C'est à cause de ça que les choses traînent. Mais j'appelle ça les difficultés d'enfantement. L'enfant, quand il est conçu, il met 9 mois avant de sortir du ventre de sa mère. Donc c'est cette période-là que nous sommes en train donc de traverser. Mais je pense que l'idée est bonne. L'idée de se mettre ensemble pour gérer le pays ensemble, en sélectionnant les meilleurs et les bonnes. Maintenant, la sélection doit se faire d'après des critères bien spécifiques. Très bien. Vous avez compris, chers compatriotes, nous recevons pour vous aujourd'hui le docteur Noël Tchani Mwadjanvita. Je rappelle à nos nombreux téléspectateurs qualifiés, candidat président de la République démocratique du Congo, l'homme du plan Maréchal, bien sûr. Aujourd'hui, on n'en parle pas, mais toutefois, on pourra peut-être épingler quelques points, mais accepter qu'on parle quand même questions liées aux réformes de la CENI, réforme de la loi électorale, réforme du CEI, réforme, bien sûr, de plusieurs aspects ou bien de plusieurs points en République démocratique du Congo. Président, rentrée parlementaire, on a suivi les discours de deux présidents. Bon, on n'est pas à ce niveau-là. Parlons de réforme. Cette rentrée parlementaire, c'est une rentrée de beaucoup d'enjeux. Dites-nous, réforme, vous allez faire allusion plus à quoi et à quoi vous demandez les honorables députés et sénateurs? Moi, je souhaiterais que cette Assemblée nationale et ce Sénat, qui se trouve d'ailleurs sous des nouveaux bureaux, étant donné que les anciens bureaux dirigés par Alexis Thambwe Mwamba et Janine Mabunda sont tombés, et que ces bureaux-là semblaient être le problème, bloquer les réformes dont le pays a besoin pour aller de l'avant. Je souhaiterais que ces nouveaux bureaux, ces nouvelles chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat se penchent sur un certain nombre de réformes institutionnelles, structurelles, mais des réformes aussi touchant au domaine sécuritaire, au domaine économique, au domaine social, au domaine politique. Certaines des réformes que moi je considère prioritaires sont les suivantes. 1, il faudrait qu'on puisse regarder la loi électorale et aussi la Constitution pour redonner la nationalité à tous les Congolais qui l'avaient perdue pour une raison ou une autre. Pourquoi? Parce que la nationalité congolaise, elle est une exclusive, elle ne peut pas être perdue pour les Congolais d'origine. Donc si vous avez la nationalité, vous êtes d'un père congolais, d'une mère congolaise, et vous êtes parti à l'étranger pour des raisons de convenance, vous avez pu prendre une nationalité étrangère. Vous devez reprendre votre nationalité congolaise, même si vous gardez ces nationalités étrangères-là. Donc cette réforme doit être faite rapidement, parce que nous avons environ 10% des Congolais qui sont dans cette situation et qui sont à l'étranger ou même au Congo, mais qui ne peuvent pas exercer leurs droits civiques de participer dans les élections en tant que candidats ou bien de voter pour les dirigeants du pays. Donc, je pense que c'est une réforme importante qu'il faudrait entreprendre. 2, il faudrait qu'on voit dans la loi électorale, qu'on revienne au système d'élection à 2 tours pour la présidentielle, pour permettre aux différents candidats au premier tour de se faire la guerre
et on sélectionne 2 ou 3 candidats sur lesquels on va se concentrer au niveau du deuxième tour. Ça permet à la population de se concentrer simplement sur ces 2 ou 3 candidats et de mieux connaître leur vision de développement et de faire les meilleurs choix pour le pays. 3, il faut qu'on revienne au système de suffrage universel direct pour le choix des sénateurs, mais également pour le choix des gouverneurs de province, pour qu'ils soient élus directement par la population, au cas où on maintient le Sénat. Mais moi, je proposerais même qu'on puisse supprimer le Sénat pour garder simplement une seule chambre qui est l'Assemblée nationale, qu'on supprime aussi les assemblées provinciales et qu'on remplace le rôle de surveillance que font les assemblées provinciales sur les législatifs, sur les exécutifs provinciaux, qu'on remplace cela par les organes de contrôle que nous avons en prolifération d'ailleurs. Nous avons l'inspection générale des finances, l'inspection générale de la territoriale, l'inspection générale de l'administration publique, l'inspection des mines, l'inspection générale des mines, nous avons l'inspection générale de la police, l'inspection générale de l'armée, nous avons la Cour des comptes. Tous ces organes de contrôle doivent être remis en valeur pour qu'on leur donne des moyens tant humains que financiers, pour qu'ils fassent correctement leur travail et que les recommandations qu'ils sortent de leur travail d'inspection soient mises en œuvre. C'est dans ce cadre-là que nous pouvons, par exemple, compter sur ces organes de contrôle pour surveiller la gestion des gouverneurs de province. Au cas où il y a des abus, on amène ces gouverneurs de province au niveau de la justice et la justice va les mettre hors d'état de nuire, ainsi de suite. Là. Donc, je souhaiterais qu'on fasse ces réformes-là. En plus de cela, je crois qu'il faudrait que nous puissions faire en sorte que les Congolais de la diaspora puissent être enrôlés suffisamment tôt et qu'ils puissent participer à l'élection. Et entre-temps aussi qu'on organise les recensements de la population. Le recensement de la population est important. Pourquoi? Il est important non seulement pour que nous puissions savoir qui va voter quand et quels sont les nombres de populations votantes en fonction de chaque province, de chaque communauté, ainsi de suite, mais également pour la conception des politiques publiques. Je donne l'exemple, on a acheté 450 bus. Ces bus, vous allez les répartir comment si vous ne connaissez pas à combien s'élèvent les populations dans chaque communauté. Je donne un exemple pour simplifier les choses. Si les 400 bus doivent être répartis entre Kinshasa et le Grand Kassai, et le Grand Kassai a 5 millions d'habitants et Kinshasa a 15 millions d'habitants, on va allouer 3 fois les bus à Kinshasa qu'au Grand Kassai. Donc un ratio de 3 à 1. Mais si vous ne connaissez pas les populations, comment est-ce que vous allez faire la répartition pour être équitable à toute la population congolaise? Donc il faut qu'on fasse le recensement et que ce recensement intervienne le plus rapidement possible et, à mon avis, avant l'élection de 2023. La date de 2023 doit être maintenue, mais on organise les étapes préparatoires y inclut le recensement bien avant cela. Donc voilà grosso modo certaines des réformes que je peux voir, mais je vois aussi des réformes dans le domaine économique. Nous avons le secteur financier. On ne peut pas développer un pays si on n'a pas une banque centrale qui fasse son travail de conception et de mise en œuvre de politiques monétaires crédibles. Il faut réformer la Banque centrale pour qu'elle soit en mesure de faire ce rôle-là. Réformer la Banque centrale va entraîner la réforme de la monnaie nationale pour qu'on puisse mettre fin à la dollarisation et rester avec le franc congolais qui devient la seule monnaie utilisable sur l'étendue du territoire national conformément à notre constitution. Il faut reviser le code des investissements et la loi le règlement d'échange qui autorise aux compagnies exportatrices de nos minéraux de garder 40% de leurs recettes d'exportation à l'extérieur et de ne ramener au pays que 60%. Je veux qu'on ramène tout 100% des recettes d'exportation au Congo et qu'une fois qu'on a ramené le tout au Congo, ça va renflouer les réserves d'échange de la Banque centrale et maintenant, chaque compagnie qui a besoin d'utiliser des devises étrangères peut demander à la Banque centrale qu'on lui donne accès à des réserves d'échange. Ça, ce sont certaines des réformes qui peuvent être faites, mais je voudrais qu'on puisse regarder aussi le secteur bancaire lui-même, le secteur financier. Nous avons toutes les banques composées de banques étrangères. Nous voulons ramener les Congolais dans les capitaux des banques. Pour ramener les Congolais dans les capitaux des banques, il y a des mécanismes qu'on va utiliser pour restructurer le système bancaire tel qu'il est aujourd'hui et ramener les Congolais dedans, ou même créer de nouvelles banques avec des capitaux congolais, je veux dire, des privés, des institutions congolaises, mais également de l'État congolais. Nous voulons créer la bourse des valeurs. Nous voulons protéger plus les Congolais, mettre en place les institutions d'assurance des dépôts bancaires, par exemple, pour que quand une banque tombe en faillite, qu'on puisse
à protéger les dépôts des Congolais en garantissant donc leur remboursement. Tout ça, ça demande des textes législatifs qui doivent être passés par notre Parlement et j'estime que ce sont des choses sur lesquelles le Parlement donc doit se pencher. Je voudrais qu'on mette en place une banque, par exemple, de financement de certains besoins de la population, de financement de l'habitat, une banque de financement du domaine agricole, de l'élevage et de la pêche, une banque de développement en d'autres termes. Je veux qu'on mette en place une bourse des valeurs mobilières. Tout cela va demander un arsenal juridique qui doit passer par l'Assemblée nationale et j'espère que cette session-là va être celle où toutes ces questions vont être discutées. Très bien. On a suivi le docteur Noël Sani religieusement, bien sûr, accepté que j'essaie un peu de poser quelques questions sur vos propositions de réforme, bien sûr. Commençons avec la CENI. Au niveau de la CENI, vous souhaitez qu'on garde encore le seuil? Non, les seuils doivent être supprimés. Je n'ai pas mentionné, je n'ai pas énuméré toutes les questions qui doivent être modifiées. La question du seuil doit être supprimée. Pourquoi? Parce que d'abord, je ne comprends pas, je ne me retrouve pas dedans. C'est un système savamment mis en place par mon ami Corneille Nangaa pour que finalement personne ne comprenne quoi que ce soit et qu'il aboutisse à nommer les députés au niveau national, au niveau provincial. Il faut supprimer le système de seuil-là pour que tout le monde soit voté directement par la population. On compte le nombre de voix. Celui qui a gagné plus de voix, il est élu et celui qui a moins de voix, il n'est pas élu. Deux, le système de caution. Je pense que dans une démocratie, c'est une injustice. Comment voulez-vous demander 100 000 $ à un individu qui veut être président de la République, qui a de très bonnes idées? Il y a beaucoup de personnes qui sont éliminées simplement parce qu'ils n'ont pas d'argent. Donc, moi, j'estime qu'il faut supprimer ce système de caution, mais renforcer les critères pour éviter la prolifération des candidats fantaisistes. Renforcer les critères, ça peut être au niveau de l'éducation, au niveau de l'expérience professionnelle, au niveau du casier judiciaire, ainsi de suite. Je donne un exemple. Si on voit qu'il y a trop de candidats qui veulent être des présidents de la République, on peut exiger que pour être candidat à la présidence, il faut avoir au moins un niveau de maîtrise dans n'importe quel domaine, au niveau des études. Si vous exigez ce critère-là, vous allez éliminer 90% des candidats potentiels. Et ensuite, maintenant, vous exigez au niveau de l'expérience professionnelle qu'il faut avoir au moins 20-25 années d'expérience professionnelle. Vous éliminez donc un autre pourcentage de candidats potentiels. 3, maintenant, il faut des critères de moralité, de casier judiciaire et consorts. Si vous mettez tous ces critères ensemble, vous allez trouver qu'à la fin de la journée, vous allez rester avec très peu de candidats qui seront éligibles pour faire ce travail-là. Par conséquent, je préfère qu'on renforce la démocratie comme ça de façon objective, plutôt que de mettre l'accent sur l'argent, parce que l'argent, malheureusement, dans notre pays, les voleurs vont voler l'argent et ils vont venir pour être candidats et ils gagnent les élections parce qu'ils ont volé l'argent dans des fonctions qu'ils occupaient avant. Donc on perpétue le système de prédation des fonds publics. Il faudrait qu'on puisse sortir donc de ce carcan-là. Je voudrais aussi qu'on puisse regarder d'autres questions à légiférer sur les questions qui touchent par exemple au pouvoir d'achat de la population. La question du salaire minimum garanti. Moi, je ne comprends pas jusqu'à présent quel est le salaire minimum garanti dans notre pays. J'ai proposé un salaire minimum garanti applicable à tout le monde dans le secteur privé, mais également dans le secteur public d'au moins 1 000 $ par mois. Je souhaiterais qu'on ait un débat sérieux là-dessus et une fois qu'on adopte 1 000 $ ou moins que ça, n'importe quel chiffre qui sera adopté, tout le monde, y inclut l'État, sera tenu de pouvoir respecter cela. Ça va préserver le pouvoir d'achat de notre population. Au niveau toujours du pouvoir d'achat de la population, je voudrais qu'on puisse adopter certains critères d'évaluation des membres du gouvernement. Moi, je considère qu'un gouvernement doit être évalué en fonction d'emplois créés, le nombre d'emplois créés dans le pays. Nous avons 85% de la population au chômage. On ne peut pas continuer à prendre tous les contrats à donner aux Libanais, aux Chinois, et ainsi de suite là. Il faut qu'on arrive à réglementer ces choses-là pour que les travaux soient réservés aux Congolais en priorité et qu'on prenne des étrangers qu'en cas d'extrême nécessité, si on ne peut pas trouver parmi les Congolais les gens qui remplissent ces critères-là, en ce moment-là, on peut regarder les étrangers. C'est comme ça que ça se passe aux États-Unis d'Amérique ou bien dans d'autres pays. Donc, voilà tout un arsenal juridique que je pense sur lequel l'Assemblée nationale et le Sénat pourraient se pencher pendant cette session ici. Il y a aussi une autre question liée à la composition de la CENI. La composition de la CENI et le mandat du bureau. Martin Fayulu propose que le mandat du bureau soit un mandat rotatif. C'est-à-dire, 3 mois après, on change de bureau, 3 mois après, on change de bureau, 3 mois après, on change le bureau. Que dites-vous?
Moi, je ne suis pas d'accord avec cette proposition de mon ami Martin Fayulu. Il veut nous amener la formule donc, de la Mouka ici. Et la formule qui a marché là-bas. La formule de la Mouka n'a pas marché. On a vu que tout le monde a fui la Mouka. Ils sont venus aujourd'hui dans l'Union sacrée. Donc cette formule a créé l'instabilité des institutions et on ne peut pas s'appuyer là-dessus. Moi, je veux qu'on puisse avoir confiance en soi-même. Si nous avons confiance en nous-mêmes en tant que Congolais, on doit sélectionner des gens qui sont d'une part compétents, mais de l'autre part intègres, pour gérer le travail de la CENI et nous délivrer une CENI qui réponde aux besoins de développement du pays. Une CENI neutre, professionnelle, qui fait son travail à temps, qui est incorruptible et consort. Nous devons chercher des Congolais là-dessus. J'ai vu qu'il y a des noms qui circulent sur Internet en ce qui concerne qui pourrait diriger la CENI ou bien faire partie du bureau. Cherchons parmi ces Congolais-là les meilleurs d'entre eux, qu'on les mette dans ces positions et qu'on les responsabilise et qu'ils aient un mandat très clair pendant un temps relativement long pour qu'ils fassent leur travail correctement. Vous savez, dans le domaine de l'indépendance des institutions, la teneur, c'est-à-dire la durée pendant laquelle la personne reste en poste, si elle est très longue, elle peut garantir l'indépendance de l'institution. Si elle est très courte, les gens viennent vite et font certaines choses pour s'enrichir et il n'y a pas d'indépendance. Donc, moi, je ne suis pas d'accord avec la formule que propose mon ami Martin Fayulu, rotative au bout de 3 mois, et ainsi de suite. Je veux qu'on donne un mandat complet de 5 ans à l'institution CENI avec son bureau pour qu'elle fasse son travail et que son mandat soit renouvelable à la fin de cela, basé sur l'évaluation que nous devons nous faire du travail qui a été accompli. Et si on peut faire cela, je pense qu'en donnant des moyens qu'il faut, des ressources humaines, des ressources financières, on peut avoir une CENI qui fait son travail correctement. Mais qu'on arrive à diluer l'importance de l'incidence des politiciens sur l'organisation pour neutraliser, pour ne pas que la CENI donc soit sujette au dictat de tel ou tel parti ou de telle ou telle personne dans notre pays. Très bien. Chers compatriotes, vous avez compris. Là, nous passons à des derniers points pour clôturer, bien mettre fin avec ce numéro de Tango Koki, bien sûr, sur votre chaîne que vous aimez, MTV, Missionary TV. Alors, sachez également que dans notre pays, aujourd'hui, il y a de l'insécurité à l'Est. Insécurité à l'Est, ça tue. Tous les jours ici, les EDF tuent, les CECI tuent, les CELA tuent. Que disent bien sûr le responsable de notre pays? Qu'est-ce qui se passe, monsieur le Président? À l'Est, j'ai toujours dit qu'il faut qu'on ait une vision, un plan pour arriver à mettre fin à cela. Ça a trop duré, la blague a trop duré. Et nous savons que cette insécurité, elle est entretenue par des gens déjà dans l'armée, dans la police, qui sont supposés maintenir de l'ordre, c'est les mêmes qui maintiennent des milices, mais aussi entretenus par des gens qui sont originaires de ce coin-là, étant donné que vous allez dans certaines communautés et vous voyez qu'il y a des activités économiques florissantes. Mais comment voulez-vous avoir des activités économiques florissantes par les mêmes individus, et c'est les mêmes individus-là qui sont propriétaires donc des milices? Moi, je veux que nous ayons un plan d'action très clair pour neutraliser tous ceux qui sèment l'insécurité, à commencer par la réforme de l'armée, de la police, des services de sécurité. Réformer l'armée, les gens ne doivent pas être affectés à l'Est pendant très longtemps. Ceux qui sont là-bas doivent être originaires donc des provinces qui ne sont pas celles donc de l'Est. Comment maîtriser le coin? Vous venez dans un coin que vous ne maîtrisez pas. Comment alors vous allez mettre en place des bonnes stratégies pour attaquer l'ennemi? Je vais vous dire une chose, c'est que quand vous êtes formé pour exercer des fonctions en dehors de votre zone de confort, vous allez le faire. Je vous donne l'exemple. Moi, je suis originaire de la République démocratique du Congo. J'ai été formé pour opérer partout à la Banque mondiale. On me déployait partout dans tous les pays du monde. Ce sont des coins que je ne maîtrisais pas. Mais quand vous êtes spécialiste, vous arrivez là-bas pendant 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. On vous met à jour donc sur les connaissances et vous savez comment vous adapter à l'environnement et vous commencez à fonctionner mieux que les gens qui sont nés là-bas, qui ont grandi là-bas. En ce qui concerne l'armée, je pense qu'on peut faire aussi la même chose, les former de façon telle qu'ils soient déployables partout sur l'étendue du territoire national. Nous voulons avoir une armée constituée de professionnels, bien formés, bien entraînés, bien équipés. Si on fait ces choses-là, d'après les règles de l'art, on va avoir des gens qui vont fonctionner normalement. Mais en plus de équipement, d'entraînement
je veux aussi qu'on mette l'accent sur la rémunération. C'est pour ça que je propose le système de salaire minimum garanti. Il est inadmissible. Allez ici au camp Kokolo. Il est inadmissible de voir les conditions dans lesquelles nos militaires vivent. Ils ont moins de 100 000 francs congolais par mois. Comment voulez-vous que quelqu'un qui a 3, 4, 5 enfants vive avec 100 000 francs congolais par mois sans utiliser son arme pour harceler la population? Donc, il faut qu'on puisse les payer correctement, les rémunérer correctement et les tenir responsables de leur comportement au point où, lorsque quelqu'un qui est bien payé, il commet un acte qui n'est pas catholique, automatiquement il est hors de l'armée ou il est puni conformément donc à la loi. Donc si on fait ces choses-là, je pense que nous pourrons ramener la paix et la sécurité à l'Est, mais aussi nous devons mettre l'accent sur la réconciliation des populations locales. Il y a des gens qui se sont fait des guerres pendant très longtemps. On doit trouver des mécanismes pour qu'ils puissent se parler, qu'il y ait des commissions de vérité, paix et réconciliation nationale, où ils vont se parler, sortir de leur ventre tous les maux qu'ils se sont faits mutuellement, et s'embrasser et retrouver donc la paix pour vivre ensemble en tant que communauté. Je voudrais en profiter aussi pour que nous ne soyons pas distraits. Il y a la question de Minembwe qui a été mise sur la table. C'est une zone qui peut devenir une poudrière pour la République démocratique du Congo. On a tenté de pouvoir la scinder en donnant un statut particulier à Minembwe ou une zone, je ne sais pas, commune rurale où on sort là, on ne comprenait pas ce que ça voulait dire. Nous avons dénoncé cela, mais il ne faut pas aujourd'hui qu'on oublie. Il faut aller jusqu'au point, au bout, où le chef de l'État devra, j'espère, avec le gouvernement qui va venir, il y aura un décret qui annule les décrets antérieurs pour que Minembwe ne soit pas considéré comme une zone indépendante à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Donc il ne faut pas qu'on oublie ces choses-là. Très bien. Marie-Josée Ifoku, qui fut candidate, bien sûr, présidente de la République démocratique du Congo, vient de lancer un mouvement qu'on appelle Ekoki. Ça suffit, Inatosha, pourquoi? Puisque avec le massacre de l'Est, elle dit Ekoki, viol des femmes congolaises, elle dit Ekoki, enrôlement des enfants mineurs dans les groupes armés, elle dit Ekoki, et ce 3 avril, les femmes sont appelées à manifester dans les rues de Kinshasa et de la RDC pour dire non et réclamer la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Quel mot pouvez-vous placer là-dessus? S'il faut dire non aux violations des droits humains, aux violations des femmes, des enfants, à l'insécurité à l'est de la République, je dirais qu'il ne faut pas simplement appeler les femmes de la République démocratique du Congo. Moi, je dirais, et là, appeler pour les femmes, j'appelle tous les hommes. Pour que les hommes et les femmes, on se mette ensemble, on manifeste contre ces antivaleurs-là, ces violations des droits humains, pour que nous puissions rétablir la paix et la dignité de l'homme congolais et de la femme congolaise sur l'ensemble du territoire national. Donc, je considère que ce n'est pas une affaire de femmes, je salue son initiative. Je voudrais y amener aussi donc les hommes pour que tous ensemble, en tant que population congolaise, on s'érige contre ces antivaleurs pour retrouver donc la paix et la sérénité, non pas simplement pour les femmes et les filles, mais aussi pour les hommes et les garçons, pour toute la population congolaise. Très bien. Vous fixez la caméra, monsieur le président Noël Tchani. Nous sommes arrivés à la fin de notre magazine Tango Koki. Vous donnez votre message au président de la République, au gouvernement Samuel Konde, qui traîne encore le pas, et à la population congolaise. Voilà. Moi, je dirais, non pas simplement au président de la République, mais aussi au Premier ministre de notre pays, que en tant que pays, nous avons tout plein de défis de développement. Nous sommes en retard de développement. Nous devons être pressés pour nous développer. Chaque jour qui passe sans gouvernement, sans institution, sans l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, est une journée de perdu. Je souhaiterais que nous puissions redoubler d'efforts pour mettre en place toutes les institutions, toutes les personnes, pour que le pays puisse commencer à marcher à un rythme, pas normal, mais un rythme accéléré, parce que nous devons rattraper le retard de développement. Je voudrais ainsi faire appel à toute la population congolaise pour que nous puissions aider ceux qui sont en charge de la formation du gouvernement à faire ce gouvernement-là qui réponde aux aspirations du peuple congolais en respectant des critères de transparence bien clairs et bien précis. Pour cela, moi, je voudrais que les hommes politiques qui paralysent la formation du gouvernement soient neutralisés. C'est-à-dire, si je suis le Premier ministre, ou je conseille à donner au Premier ministre, si vous voyez qu'il y a un groupe qui traîne les pieds, il faut avancer sans ce groupe-là. Pourquoi? Parce que
Ce pays-là appartient à 105 millions d'habitants, pas à ce petit groupe-là simplement. S'ils ne peuvent pas entrer donc dans la danse, il faut les laisser en dehors du ring et continuer donc avec le reste. Voilà le message que je voudrais donner. Mais enfin, c'est un message aussi de paix. Pourquoi? Parce que nous devons faire tous les efforts qu'il faut pour rétablir la paix, la sécurité. Et je voudrais présenter des condoléances aux familles qui ont été éprouvées à cause des pluies diluviennes que nous avons connues pendant les 2 derniers jours, qui montrent encore une fois de plus que notre pays est confronté à des défis de développement énormes. On ne peut pas passer une journée sans avoir un gouvernement. Dans un autre pays, on aurait formé le gouvernement en 24 heures. Nous sommes dans un pays où les gens traînent les pieds continuellement. Je demande au Premier ministre et au Président de la République de s'assumer et d'aller le plus rapidement possible parce que le pays a besoin de se mettre au travail. Et pour l'instant, je regrette, nous dormons. Voilà. Messieurs, dames, vous avez compris. Il s'appelle Noël Tchani Mwadjanvita, le docteur. Un des économistes intelligents, bien sûr, en République démocratique du Congo. On ne peut qu'être fier de lui puisqu'il a beaucoup étudié. Je dois vous assurer qu'il a beaucoup étudié. Et il a une expérience énorme. Merci à Gims. Merci à MTV. Merci à tout le monde. Et surtout, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Et à très bientôt. Abonnez-vous sur Eden TV officiel. Tango Koki avec Stéphane Balamongue.